Bonsoir, bienvenue dans Sport Sud, l'émission qui vous parle du sport héroltais. Avec moi ce soir, Olivier Brachard qui rentre tout juste de Hambourg avec William Incambray, champion du monde et vainqueur de Hambourg. Alors justement, avant qu'on commence, William, cette victoire-là, elle a vraiment une saveur particulière. Hein. Elle a une saveur particulière parce que c'est la première fois qu'on va gagner en Allemagne. Donc, en plus, on gagne contre le leader actuel de la Bundesliga. Donc, non, c'est vrai que ça. Je pense que beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce qu'on fasse un match comme ça. Je pense qu'ils nous voyaient plutôt perdre et avec un écart conséquent. Et on a montré qu'on pouvait rivaliser avec eux quand même et aller gagner là-bas. Ouais, c'était un match interdit au cardiaque, je vous confirme. Bon, on ne va pas parler que handball, on va parler football, on va parler rugby, on parlera water-polo puisque, on le disait tout à l'heure, bien malheureusement, ça fait quelque temps déjà qu'il n'y a plus de match puisqu'il n'y a plus d'arbitres pour siffler dans les piscines. Et puis, on parlera kickboxing, mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, en parlant de balle, je vous propose de revenir sur cette victoire historique, on va dire, avec le résumé d'Olivier Brachard. Quand 4 champions du monde débarquent dans le pays qui a inventé le handball, les héros de Malmö sont accueillis et sollicités comme il se doit. L'un d'entre eux, comme d'habitude, truste l'attention, encore plus à Hambourg. Nikola Karabatic est une star en Allemagne. Il a évolué 4 ans à Kiel, situé à seulement 1 heure de route du lieu de ce match déterminant pour la première place du groupe. Pour compléter la panoplie des champions du monde, bien sûr Bertrand Gilles, le pivot de l'équipe allemande, lui aussi porteur du maillot bleu avec 4 étoiles. 5 champions du monde réunis dans un match de Ligue des Champions, la brochette valait le déplacement. Oui, on a acheté les 3 maillots avec les 4 étoiles. Allez Montpellier, parce qu'on vient de France, on s'est tapé 7 heures de route, alors voilà quoi. Face au leader de Bundesliga, Montpellier rentre bien dans la partie. Peut-être aidé par les 2 bus de supporters des Blue Fox, le MHB trouve des solutions sur la droite de son attaque. Avec un Vidko Kaftichnik qui a le bras chaud. Côté gauche, Karabatic et Incambray provoquent un nombre important de pénaltys que Bojinovic transforme à coup sûr. Bon en défense, le MHB est trop souvent à la limite de la régularité et les infériorités numériques pénalisent une équipe de Montpellier qui fait pourtant la course en tête. Problème, l'attaque a du mal à trouver ses pivots et Nikola Karabatic écope d'une 2e expulsion. Il ne pourra pas vraiment défendre en 2e période. Storrel tient la cage, 13-11 à la mi-temps, analyse d'un expert, tient donc encore un champion du monde. Je pense que Montpellier a fait une très bonne entame. Je pense que voilà, c'était important de faire la course devant. Ils sont devant la mi-temps et ils ont vraiment très, très bien défendu notamment. Et voilà, donc non, je pense que ça va être un match accroché jusqu'à la fin et à Montpellier de continuer à rester devant pour l'emporter. Après la reprise, Hambourg remonte sa défense et perturbe l'attaque montpelliéraine. Dans un temps faible, le MHB limite la casse et on assiste à un mano à mano. Karabatic peu en réussite et heureusement bien épaulé en base arrière par William Incambray et Bojinovic. William Incambray, l'artilleur lorsqu'il faut égaliser ou reprendre l'avantage. Toute la salle siffle mais Guigou ne tremble pas sur le pénalty à 50 secondes de la fin du match. Hambourg n'égalisera pas, score final 28-27. Montpellier n'avait jamais gagné en Allemagne. C'est l'euphorie dans le camp français. C'est bien parce qu'avec l'équipe qu'on a, elle commence à prendre de la maturité, de l'expérience et c'est important par rapport à ce qu'on a envie de faire. Voilà, on a envie d'aller au Final Four pour la première fois et en tout cas on fait les matchs et on progresse comme il faut. Le MHB a encore franchi un palier en prenant sa revanche du match aller et en prenant surtout une bonne option pour la première place de son groupe. Normal, diraient certains, on a quand même 4 champions du monde. Les autres résultats de ce groupe B, Kolding s'est imposé sur son terrain face à Savohof. Et puis Veszprém l'a emporté largement 33-22 face au Prešov, prochain adversaire de Montpellier. Au classement, Veszprém est toujours en tête avec 14 points, Montpellier second avec 12 points, Kolding 3e avec 10 points et Hambourg 4e avec 9 points. Et oui, ce qui nous donne Montpellier en bonne position pour avoir cette première place, hein, William. C'est sûr que fallait gagner à Hambourg pour se mettre bien dans la course à la première place, c'est notre objectif. Si on finit premier de ce groupe, ça nous facilitera par la suite pour les 8e, on jouera le 4e d'une autre poule et avec le match retour à domicile. Le match retour à domicile. Pareil en quart de finale. Oui, pareil en quart de finale, donc ça nous mettrait vraiment en bonne position pour la suite. Donc là, on a la chance qu'il reste encore 2 matchs à domicile, donc à pas prendre à la légère parce que c'est quand même Prešov. Bon, je pense que c'est une équipe qui a un peu de mal dans cette poule, mais Veszprém reste encore
une des très grosses écuries européennes, donc il va falloir encore se battre jusqu'au bout. William, chaque année, la Ligue des Champions, c'est important pour Montpellier, mais à quel moment ça devient un objectif réel? Est-ce que là, maintenant, vous vous dites, maintenant, on y va pour la gagner ou pas? Moi, je me dis ça depuis que je participe à cette compétition. Hein. Chaque fois que j'ai joué à cette compétition, je me disais pas, l'objectif, c'est d'atteindre les quarts de finale ou alors les demi-finales. Moi, je joue pour aller au bout. Je pense qu'on a l'équipe pour la gagner. L'an dernier, on a eu un peu de malchance, on a eu des blessures et on s'est arrêté à un but d'être qualifié pour le Final Four. Donc là, j'espère que cette année, on aura un peu plus de chance. Et je pense que pour le moment, on a montré de belles choses cette année. On a montré qu'on avait une équipe compétitive. On a eu un petit faux pas chez nous contre Hambourg pour le premier match à l'Arena. Donc je pense qu'on a un peu rattrapé le coup en allant gagner à Hambourg chez eux. Mais bon, je pense qu'on a vraiment montré de belles choses dans cette compétition cette année. Donc je pense que c'est de bon augure pour la suite. Alors ce match, William, face à Hambourg, un peu particulier avec beaucoup de temps forts, de temps faibles, une alternance de part et d'autre. Ouais, je pense qu'on a été bon en défense, c'est ce qui nous a permis de gagner parce qu'on a vu qu'en attaque, on a eu quand même pas mal d'échecs. Donc c'est surtout la défense qui a tenu. C'est vrai qu'on pouvait avoir des doutes quand on regardait nos derniers matchs de championnat où on n'avait pas été forcément brillant. Moi, je sais qu'il y a plein de monde qui nous disait Hambourg, aller là-bas, ça va être dur, vous allez peut-être prendre 10 buts là-bas. Bon, on a montré qu'en Ligue des Champions, c'est quand même autre chose. On est capable de se remotiver, de se remettre à niveau. Et bon, avec un très grand Bojinovic hier et un bon Richard Stoffel dans les cages, je pense qu'on a montré qu'on était vraiment une grande équipe hier. C'est ça, c'est ce qui est intéressant, Jean, parce que quand Nikola Karabatic est un peu moins bien, derrière il y a Storol. Oui, il y a le fond de bande nécessaire à Montpellier. Et Bojinovic qui a fait un match énorme. Hein. Ouais. Je crois que c'est un de ses meilleurs 10 matchs sur avec 10, 4 pénaltys sur 4, 6 sur 6. Il est coutumier du fait. Hein. Il sort toujours un match un peu décisif en Ligue des Champions, Bojinovic, au moment où il faut. C'est un joueur important dans le groupe aussi. C'est vrai que Nico a beaucoup de temps de jeu de par son statut et c'est normal. Et Dougie, je pense, prend bien le relais à chaque fois qu'il rentre. Il apporte dans le jeu. Il a une intelligence de jeu. Il réfléchit beaucoup. Il est même capable de mettre des buts à l'aile droite. On a vu hier. Donc non, il sait faire beaucoup de choses. Et hier, il a montré que c'était vraiment un grand joueur. Oui, justement. Alors, donc Dougie est rentré avec ce changement tactique après les 2 expulsions de Nikola Karabatic. Nico a été placé donc à moins défendu et a été placé arrière droit avec Dougie à la manœuvre et vous arrière gauche. Ouais, ça on l'avait un peu travaillé aussi, on l'avait travaillé à l'entraînement la veille, donc c'était pas une surprise que de jouer avec 3 droitiers sur la base arrière. Après c'est sûr qu'on était handicapé par le fait que Nico ait pris 2 fois 2, donc en défense ça changeait un peu la donne, mais bon, on a su s'adapter. Et du coup, vous profitiez d'un vide Kavtichnik à l'aile. Oui, c'est très important. Donc. Ouais, c'est très important. On avait vide à l'aile, on avait Nico à droite qui apportait beaucoup de percussions, Dougie qui mettait tous ses tirs au fond qui étaient chauds. Donc, non, je pense que ça fonctionnait bien même comme ça. Bon, vous êtes champion du monde. Comment ça s'inscrit dans votre saison là? C'est quelque chose dont on redescend, qui vous pousse à être meilleur ensuite? Comment, parce qu'on n'en a pas parlé depuis votre arrivée, mais le fait marquant quand même de votre début d'année, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il en reste là? Là, on va dire, j'ai quand même évacué, j'essaie de faire la part des choses. Il y a la période où on gagne le mondial et derrière, on est un peu dans notre monde. On voit les médias qui s'intéressent à nous. On a plein de messages de félicitations, des gens dans la rue qui nous disent merci. Donc c'est vrai que pendant une semaine, ça a été un peu, on va dire, strass et paillettes. Donc là, il a fallu un peu redescendre sur terre. Moi, je pense que maintenant, j'ai un peu évacué ça. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant, je me cadre vraiment sur mes objectifs en club. Donc pour moi, c'est passé. Le fait d'être champion du monde, vous vous sentez plus fort en club? Non, pas forcément. Non. Et vous sentez le regard des autres a changé, des adversaires, tout ça ou pas? Non, je me dis surtout que maintenant, on me voit peut-être un peu plus, on dit peut-être un peu plus William Acambray, le joueur de l'équipe de France. Avant, j'étais peut-être plus catalogué comme William Acambray, le Montpellierin. Donc maintenant, les gens peut-être se disent « Ah, c'est William Acambray, le joueur de l'équipe de France ». Et est-ce que le fait d'avoir
4 champions du monde dans l'effectif montpelliérain. Ça joue inconsciemment sur les arbitres. Les arbitres ils disent tiens donc. Du coup, ça fait un arbitrage équilibré comme on a vu face à Hambourg. Ouais, je sais pas du tout. Non, l'arbitrage à Hambourg a été très correct, je trouve. Je pense qu'au début, ils nous ont beaucoup, ils nous ont aidés. On a eu quelques pénaltys sifflés pour nous. Et après, par la suite, ils ont un peu remis les pendules à l'heure. Ils ont fait un peu pareil pour Hambourg. Donc c'était quand même assez équilibré. Donc non, c'était un bon arbitrage hier, je pense. Ouais, ça change pas. L'équipe qui prend le jeu à son compte est arbitrée pour son jeu. Ouais, on va dire ça. On va dire ça comme ça. On va dire que comme vous avez joué votre chance sur le terrain de Hambourg, les arbitres ont décidé que... En première mi-temps, on dominait. Je pense que les arbitres allaient dans notre sens. Et en début de seconde mi-temps ou fin de première mi-temps aussi, quand Hambourg a commencé à accélérer, là, les arbitres aussi ont sifflé pour eux. Donc c'est un arbitrage correct. Olivier, juste les supporters, je veux juste dire un mot sur les supporters, les Blue Fox, qui sont quand même venus à 2 bus. Alors, ils vous ont bien aidé pendant ce match. Vous les entendiez Moi, quand je joue, je fais pas trop attention à ça. Je les entendais surtout quand ils sont arrivés. Ils ont fait du bruit. On entendait que leur espèce d'engin qui fait un bruit pas possible là. Donc non, on sait qu'ils sont là. Ça nous aide beaucoup à l'extérieur d'avoir un soutien comme ça aussi. Après, pendant le match, on n'est pas forcément attentif non plus à ce genre de choses. On est concentré sur ce qui se passe sur le terrain, mais c'est sûr que c'est un soutien supplémentaire. Bon, vous parliez, Olivier, de 4 champions du monde, mais vous avez vu Thierry Omeyer à Hambourg ce week-end. Oui, alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y en a un 5e à Montpellier? Oui, on l'a entendu, Thierry Omeyer, dans le reportage. Et en fait, il nous a dit aussi qu'effectivement, il restait en contact avec Montpellier et qu'il aimerait bien venir à Montpellier, pourquoi pas après les Jeux Olympiques de Londres. Par contre, il est en contrat jusqu'en 2013 avec Kiel. Ouais. Patrice Canaillé s'est négocié le contrat. Et puis de toute façon, il y a quand même Richard Storel qui tient la baraque et qui est encore en contrat l'année prochaine. Donc, et qui n'a pas loupé un seul match de Ligue des Champions. On va dire qu'il est très très fort depuis le début de la saison, Richard. Ouais, il a montré sur cette compétition que c'est vraiment un des tout meilleurs gardiens au monde. Il a fait... Je pense qu'il y a plusieurs matchs où il était à 20 arrêts, voire plus. Donc, mais il est toujours à plus de 20. C'est exceptionnel. Donc il fait une saison remarquable en Ligue des Champions, donc ça nous aide beaucoup et ça a de l'impact sur nos résultats aussi, donc j'espère que ça va continuer en tout cas. Bon, en gros, il faut gagner les autres, quand même. Ouais, là, il nous reste 2 matchs pour finir. 2 matchs, chez vous, à l'Arena. À domicile, ça va pas être forcément facile, mais bon, on a quand même un petit avantage maintenant. Bon, le championnat, toujours une victoire de retard sur Chambéry. Ouais, donc là aussi, ça va se jouer sur le fil. On attend que Chambéry fasse un faux pas. Pour le moment, à chaque fois, ils s'en sortent avec des matchs qui gagnent d'1 ou 2 buts. Donc, s'il faut attendre le match retour ça va se jouer ici, à l'Arena, face à Chambéry, peut-être. Oui, sans doute. Donc, je pense que ça sera un superbe match à regarder. Et bon, on essaiera de regrappiller les points qui nous manquent. Et bon, on a perdu 2-3 buts là-bas, donc c'est à notre portée. Et je pense qu'on est capable de livrer un gros match contre eux. Quand vous voyez le championnat de France cette année, vous trouvez qu'il commence un peu à s'équilibrer sur le haut, où on reste toujours avec Chambéry-Montpellier, 2 gros leaders, et derrière des équipes un peu moins armées pour ce championnat? C'est vrai que je pense que Chambéry et Montpellier, on a des effectifs quand même assez costauds et un peu au-dessus des autres. Après, il y a des équipes qui sont en train de bien se structurer. Moi, je pense à Dunkerque ou à Saint-Raphaël qui montent en puissance. Et, on le voit d'ailleurs aussi sur les résultats, par exemple, de Saint-Raphaël en Coupe d'Europe, qui a aussi des bons résultats. Donc, non, après, pour moi, les autres clubs sont encore un poil derrière, mais on voit que ça se resserre au fur et à mesure des saisons. Bon, c'est plutôt bien pour le hand français, parce que pour le spectacle, oui, c'est sûr, c'est bien. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent un peu en avoir marre des fois de voir Montpellier gagner, je pense, mais bon, nous on s'en reste pas en tout cas. Non, nous ça va. Bientôt il y a un France-Serbie à l'Arena quand même, aussi, qui peut être sympa à aller voir, parce que c'est quasiment la première fois que l'équipe de France viendra jouer à Montpellier, ce qui est quand même pas mal. Ouais, il y a très peu de matchs de l'équipe de France à Montpellier. Généralement c'était plus du côté de Toulouse. Donc là on est content, ça va être à l'Arena, on a une nouvelle salle qui est super belle, qui est capable
de contenir un public nombreux. Donc là, je pense que ça va être une belle fête, ça va être vraiment un beau match. Bon, écoutez, on se retrouve après la pub et après un côté vestiaire tourné par Olivier Brachard avec David Jorisek. Vous vous posez des questions sur votre avenir, celui d'un proche, une question d'ordre sentimental, financier, professionnel ou tout simplement familial. Je suis à votre disposition. Contactez dès à présent Claude Alexis au 0892 65 00 75 0892 65 00 75. Das ist der neue Opel Meriva, ein Familienauto deutscher Qualität. Flex Doors. Das praktische Türkonzept. Eine deutsche Erfindung. Flex Rail, die clevere Ablage. Flex Space, das geniale Sitzsystem. Eine deutsche Technologie. Flex Floor, zum einfachen Verstauen. Eine deutsche Idee. Der Meriva passt sich perfekt an unsere Familie an. Pas besoin de parler l'allemand pour comprendre que cette Opel est une vraie voiture allemande. À partir de 11 900 €. Opel. Copie Sud, votre spécialiste du document papier et numérique depuis 32 ans. Votre information professionnelle, c'est notre priorité. Chez Copie Sud, nous vous garantissons la sécurité et l'archivage de vos données clients ou internes pour les mettre facilement à disposition des collaborateurs autorisés à les consulter. Pour cela, nous vous proposons un ensemble de solutions innovantes et personnalisables en fonction de vos attentes. Accédez à n'importe quel document en fonction d'un mot qu'il contienne, sans savoir où il a été rangé auparavant et par qui. Alors, avec Copie Sud, ne perdez plus de temps à chercher vos documents, retrouvez-les instantanément. De retour sur le plateau de Sport Sud avec Olivier Brachard et notre champion du monde et vainqueur de Hambourg, William Acambray, enfin avec toute l'équipe du Montpellier Handball. William, vous faites partie de ceux qui ont été formés à Montpellier comme beaucoup d'autres. Il y a toute une génération comme ça là, en ce moment qui grimpe. Ce centre de formation, vous en avez quel souvenir justement? Moi j'ai des très bons souvenirs. J'ai commencé en centre de formation, il y avait beaucoup de très bons joueurs. J'ai joué avec la plupart jouent en D1 maintenant, donc non, moi j'ai commencé, j'étais avec Samuel Onrubia qui est maintenant dans l'équipe. J'étais aussi avec Dipanda, il y avait aussi Igor Anic qui joue maintenant en Allemagne, donc on avait vraiment, même pour une équipe de jeunes, on avait vraiment une belle équipe, donc ça permet de progresser énormément. On s'entraînait beaucoup avec l'effectif professionnel, donc on a progressé assez vite. Et je pense que c'est aussi l'avantage du club de Montpellier, c'est un club formateur qui à chaque fois fait signer des jeunes et on voit que le niveau ne baisse pas à chaque fois. Donc non, moi j'ai de super souvenirs en tout cas du centre de formation. Ah oui, et puis là, il y a l'exemple Alexandre Thomas là, qui est en train de briller là, en ce moment, qui joue à Montpellier. Hein, qui était, de Montpellier aussi, maintenant il est à Saint-Raph. Il est à Saint-Raph, qui a mis 9 buts là, ce week-end. J'ai eu une grosse performance. Ouais, et puis il y a d'autres joueurs, qui alimentent le championnat D1, hein, ça c'est sûr. Oui, mais Montpellier a su s'adapter justement, peut-être, parce qu'on l'a entendu beaucoup, hein, les moyens ne sont pas les mêmes entre l'Allemagne, l'Espagne, mais à Montpellier, visiblement, quand même, le staff a réussi à trouver une compensation en axant une grosse partie de son engagement sur le centre de formation et sur la détection de gens comme vous. Ouais, bah moi je suis originaire de la Côte d'Azur, j'étais au Sport Études à Nice, donc j'ai été repéré là-bas et je suis venu pour quelques années en centre de formation à Montpellier. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à progresser et à avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Hein. J'ai commencé, je me suis entraîné directement avec les professionnels, ça m'a beaucoup apporté. Je jouais avec des gars plus costauds que moi, techniquement au-dessus, donc j'ai vite progressé.
William, dans l'avenir, hein, est-ce qu'une carrière à l'étranger, est-ce que jouer à l'étranger, ça vous motiverait ça? Ouais, bah moi je pense, moi j'aurais pas de problème à aller à l'étranger. Je pense que, à mon avis, il faut savoir aussi se mettre en difficulté. Ça aide pour la progression. Donc c'est vrai que. Plutôt vous, en Allemagne, en Espagne, quel championnat vous préférez? Bah, la référence, ça reste le championnat allemand avec des grandes salles, des grandes salles toujours pleines, avec un bon public. Non, c'est le championnat qui me plairait le plus, sans doute, c'est le championnat allemand. Après. L'Espagne, je suis un peu moins fan, mais il y a quand même de belles équipes, donc on verra l'avenir. William, merci beaucoup d'être venu, parce que je sais que la nuit a été courte et que demain l'entraînement reprend. Donc encore merci. Merci à vous. Bon vent à l'Arena pour la Ligue des Champions. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour fêter un titre au moins, voire plusieurs. Ouais, bah, j'espère aussi. En attendant, on va découvrir encore du handball avec l'intimité du vestiaire de David Juricek, découvert par Olivier Brachard. Bonjour, entrez. Bienvenue dans le vestiaire des professionnels de Montpellier Handball. On est dans les vestiaires du Montpellier Handball avec David Juricek, le pivot du Montpellier Handball. Depuis quelle année, David? C'est ma 7e saison, alors depuis l'année 2004-2005, je pense, je crois. Ouais. 7e saison déjà. Ouais. Alors David, il est où ton coin de vestiaire? Enfin, c'est ici où il y a marqué mon nom. En fait, on a plusieurs casiers, chaque professionnel a son casier avec son nom. Du coup, on est placé toujours au même endroit. Et voilà, on a un petit coin où on peut fermer à clé des trucs plus personnels. Après, le reste, c'est des vêtements. On arrive, voilà, on se pose là. Et... Alors, tu es entouré par qui là? Je vois William Acambré, c'est ça? Oui, je suis entouré par William Acambré et Mladen Bojinovic de l'autre côté. Ah, deux joueurs de poids, on peut dire. Hein? Ouais, c'est peut-être pour ça ils ont mis deux costauds et entre les deux un peu moins. Mais non, mais je sais pas, ça se fait naturellement. En fait, au moment où je suis arrivé, William n'était pas là. Je me rappelle même pas qui était à sa place. Et avec Dougie, voilà, on partage même la chambre des hôtels, ou les chambres des hôtels quand on se déplace. Alors, voilà, on s'est mis à côté au moment où ils nous ont annoncé qu'on va avoir ce beau vestiaire. Voilà. Pourquoi vous partagez? Comment ça se décide de partager avec un tel ou un autre la chambre d'hôtel? Enfin, moi, quand je suis arrivé à Montpellier Handball, Mladen était déjà là et on m'a mis avec lui parce que voilà, on était deux joueurs slaves et que la communication peut-être au début était un peu plus facile. Et voilà, il m'a fait découvrir un peu Montpellier Handball au début. Et du coup, voilà, et depuis on est ensemble parce qu'on n'a pas de raison de changer. Voilà. Alors tu connaissais déjà le championnat de France avant d'arriver à Montpellier parce que tu jouais à Istres, c'est ça? Oui, c'est ça, depuis 1 an et demi. C'est pour ça, voilà, il m'a fait découvrir un peu. Mais bon, j'ai parlé un petit peu déjà français, ça allait mieux avec lui parce que la culture est la même, ou à peu près. C'est des pays slaves, du coup on m'a mis avec lui et comme je dis, parce qu'on est content comme ça, on n'avait pas de raison de changer. Après les autres joueurs, il y a des joueurs qui arrivent ensemble, du coup ils se mettent ensemble, ou il y a des infinités, voilà, ça se fait naturellement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le vestiaire de David Juricek? Il n'y a pas grand chose en fait, voir que moi j'habite juste en face du Palais du Sport. J'amène tout à la maison et du coup je laisse juste les vestes. Là c'est la veste parce que ce matin on est allé courir, alors elle sèche un peu pour demain. Mais sinon c'est des choses, le casier il est vide, j'arrive, je pose mes affaires personnelles, il y a mon sac, je sors des maillots, je me change et je vais sur le terrain. Alors si tu veux bien on s'assoit. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors David, est-ce que tu es quelqu'un de superstitieux avant un match? Je dirais pas trop, j'ai pas de trucs que je dois faire tout le temps. C'est vrai en même temps que je reste beaucoup dans le vestiaire avant le match.
je me pose, je commence à me concentrer. Souvent le rendez-vous pour les matchs à domicile, c'est à peu près 2 heures avant le match. Première une demi-heure ou 20 minutes, c'est le speech d'entraîneur ou la préparation tactique de l'entraîneur. Après, on a à peu près une demi-heure chacun pour soi. Et 1 heure avant le match, on doit être tous dans le vestiaire, changer, de se préparer. Bon, moi, après le speech de l'entraîneur, je reste souvent dans le vestiaire, je ne vais pas à gauche, à droite, je reste ici, je me concentre. Et à peu près 1 heure avant, voilà, je me change et je me strappe parce qu'il y a des petits... Ah oui, alors oui, parce que David, toi, tu as des straps partout sur les doigts. Hein. Ouais, parce que mes doigts, ouais, voilà. Pendant la carrière, voilà, j'ai pris pas mal de coups et voilà, ils sont un peu abîmés. Du coup, par prévention, je me strappe pour ne pas me retourner les doigts encore, qui me coûte chaque fois 2 mois de compétition. Alors je me strappe par prévention. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut ton match, en fait, David, il commence dès le matin, dès le réveil, c'est ça? Tu es dans ton match? Ah non, pas vraiment, je dirais pas. À partir de quand, alors, tu rentres dans le match? Je pense que ça dépend aussi des matchs. Il y a des matchs comme des matchs de la Ligue des Champions où c'est un peu voilà, c'est même la veille, on fait souvent les mises au vert et tout ça. Alors on est dans le match même la veille du match, mais bon après les matchs du championnat, je sais pas, c'est au moment où je prépare mon sac et je vais à Bougnolles, voilà, ça veut dire après-midi. Alors, on parle souvent de meilleurs souvenirs de vestiaire, plus mauvais souvenirs. Ton meilleur souvenir de vestiaire, David, est-ce que tu en as je sais pas, c'est difficile d'en sortir un comme ça. Non, je sais pas. C'est vrai qu'après tous les matchs qu'on a gagnés ici, on gagne la plupart des matchs ici, c'est quand même Bougnolles, du coup. Il y a plein de bons souvenirs, c'est difficile. Mais pas forcément à Bougnolles, hein, même en équipe nationale. Je sais pas. Même quand tu jouais à Carvina. Ouais, à Carvina c'était un peu spécial parce que j'ai joué là-bas pendant 11 ans et 8 ans sans aucun titre. Alors là, si je dois dire un moment, c'était après mon premier titre qu'on a gagné avec Carvina. On a enchaîné 3 après derrière, mais le premier qu'on a gagné chez nous, après 8 ans de pause où on n'a rien gagné, c'était spécial. Alors, ton plus mauvais souvenir de Montpellier, est-ce qu'on peut dire que c'est l'an dernier, l'élimination face à Tchekhov, à Moscou? Ouais, sûrement, parce que c'était le moment difficile. En plus, tu loupes un pénalty. Ouais, non, mais c'est pour ça, déjà élimination, ça suffit tout seul comme ça, et après, voilà, on était éliminé sur mon dernier tir. Je veux dire, j'ai tiré un penalty et derrière il n'y avait plus rien. On ne pouvait pas se rattraper, rien. C'est clair que c'était un moment difficile que je vais difficilement oublier. Mais bon, c'est pas pour ça que je regrette d'y aller. C'est le contraire. Je suis content. Est-ce que finalement ça t'a pas donné envie justement de continuer encore plus longtemps? Non, pas vraiment. Même si, si on aurait allé loin, voire gagner la Ligue des Champions. C'est peut-être une motivation de moins, mais non, c'est pas ça. Comme je dis, je ne regrette pas d'y aller, je regrette fortement de le rater, ce penalty. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, ouais, tout à fait. Donc ton plus mauvais souvenir, comment tu es toi? Donc tu es plutôt calme dans le vestiaire, c'est ça? Tu n'es pas quelqu'un d'extraverti? Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. C'est ce qu'on dit, que je ne parle pas beaucoup. Bon, moi je suis à mon rythme, je n'ai pas de soucis. Voilà, je sais pas. Et c'est qui le plus nerveux du vestiaire du MHB? Nerveux, je sais pas, mais on entend beaucoup Issam Tej et Mladen aussi avec ses voix fortes, on les entend bien. Mais sinon, après, on n'a pas des gens qui s'énervent pour rien. Je dirais qu'il y a une bonne ambiance. Le discours d'avant-match de Patrice, il vous le fait quoi, 1 heure avant, juste avant? Le rendez-vous est 2 heures avant et carrément, quasiment de suite, on attaque son discours qui dure 10 à 20 minutes. Ça dépend de l'adversaire, ça dépend des matchs. On attaque de suite et après on a le temps chacun pour soi. Alors il y a un rituel spécial avant de rentrer sur le terrain.
Comment oui, on appelle ça on se croise tous, on se tape, on s'encourage un peu avant de sortir du vestiaire pour le match, pour être prêt dès le début. Et à la mi-temps, qu'est-ce qui se passe? On essaie de recharger les accus Ouais, à la mi-temps, on a un petit moment où on essaie de récupérer. Et après, il y a de nouveaux entraîneurs qui nous disent ce qui allait bien, ce qui allait pas bien. Voilà ce qu'on doit faire dans la deuxième mi-temps. Et il y a de nouveau un petit moment de tactique. Et derrière, on rentre sur le terrain pour le deuxième mi-temps. Alors tu comptes jouer combien de temps encore, David? Tu as quel âge là? 36? J'ai 36 ans et je sais pas trop, ça dépend. Voilà, moi je me sens bien. Moi je pense que je peux jouer encore, disons, 2 ans sans souci. Après ça dépend aussi, parce que je suis à la fin du contrat, ça dépend aussi où, dans quel club, avec quelle motivation et tout ça. Alors, maintenant je me pose pas trop de questions, j'ai encore 5 mois ou 6 mois devant moi à Montpellier et voilà, c'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant. Avec un dernier défi avec l'équipe nationale, c'est ça? Avec la République tchèque, aussi. Le championnat d'Europe en Serbie? Sûrement, parce que le dernier grand truc, championnat du monde qui a lieu maintenant en Suède, on ne s'est pas qualifié. Et voir que je ne me voyais pas finir sur un échec, je continue, on fait des qualifs, on est parti plutôt bien. Et j'espère de se qualifier pour le championnat d'Europe en 2012 en Serbie et de faire ce championnat d'Europe. Merci beaucoup David. Comme à la fin de chaque côté vestiaire, je te donne le maillot. D'accord. Et puis le marqueur, si tu veux bien. Si tu peux mettre ton numéro aussi. Ouais. Numéro 17, David Juricek, ok. Tu peux montrer le maillot David? Bien sûr. Merci beaucoup David, bon entraînement. Je t'en prie, merci. Allez, on ferme la page handball, on tourne une page de pub et on se retrouve tout de suite après avec Geoffrey Jourdain et Fabien Vasseur. La modernisation de l'État, qu'est-ce que ça change pour vous? Voici Pierre. Son fils Alexis vient de trouver son premier emploi. Mais cela modifie sa situation fiscale et il doit se renseigner auprès des services des impôts. Aujourd'hui, l'État se modernise et devient plus simple. Pour Pierre, ça veut dire qu'il n'a plus besoin de contacter 2 services, le centre des impôts pour le calcul et la trésorerie pour le paiement. Avec le guichet fiscal unique, c'est au centre des finances publiques ou par téléphone qu'il trouve les réponses à toutes ces questions en une seule démarche et un seul lieu. Et ça lui permet d'avoir l'esprit tranquille pour aider Alexis à prendre un bon départ dans la vie. L'État se modernise pour vous simplifier la vie. Aujourd'hui, devenir propriétaire devient plus facile, car avec le PTZ+, l'État vous soutient. Le PTZ+, un prêt à taux zéro accessible sans condition de ressources. Calculez le montant de votre PTZ+, sur ptz-plus.gouv.fr. Pour vous, c'est quoi la confiance? Devenez vous-même. Das ist der neue Opel Meriva, ein Familienauto deutsche Qualität. Flex Doors, das praktische Türkonzept. Eine deutsche Erfindung. Flex Rail, die clevere Ablage. Flex Space, das geniale Sitzsystem. Eine deutsche Technologie. Flex Floor, zum einfachen Verstauen. Eine deutsche Idee. Der Meriva passt sich perfekt an unsere Familie an. Pas besoin de parler l'allemand pour comprendre que cette Opel est une vraie voiture allemande. À partir de 11 900 €. Opel. À partir du 7 février 2011, cette LTV change de nom et devient TV Sud. Information, culture, sport, loisirs, toutes nos équipes restent mobilisées pour toujours plus de proximité. Vous vivez ici, TV Sud aussi.
Retrouvez tous les programmes de TV Sud sur www.tvsud.fr et réagissez directement à l'actualité locale. TV Sud, c'est aussi sur votre iPhone. Téléchargez gratuitement l'application TV Sud et accédez partout à vos émissions préférées. Retour sur le plateau de Sport Sud avec deux invités de marque. Geoffrey Jourdain, le gardien du Montpellier Hérault Sport Club, vainqueur de Lille hier soir. Bienvenue. Et Fabien Vasseur, l'entraîneur du Montpellier Waterpolo, qui lui ne joue pas depuis longtemps, il est au chômage technique, le pauvre. Bonsoir. Mais tout d'abord, on va parler football et de la belle victoire de Montpellier face à Lille. Geoffrey, avant qu'on découvre le but de Younes Belhanda, ce match-là, il était important pour le mental de Montpellier. Oui, voilà, c'était une très belle affiche hier après-midi. Voilà, on rencontrait le leader à domicile. Donc on avait très bien préparé ce match et on voulait l'emporter face au leader et frapper un grand coup dans ce championnat, et c'est ce qu'on a fait. Et on est très contents. Justement, la préparation avec René Girard, ça s'est passé comment cette semaine? C'était grosse pression du coach ou c'était plutôt... Non, c'était des contractions, mais on était très concentrés. Voilà, Lille, c'est une grande équipe et on voulait bien faire face à une grande équipe, et ça passe par de la concentration et de l'application, et c'est ce qu'on a fait tout au long de la semaine, et ça a payé hier. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on revoie le but, parce que malheureusement, les droits nous permettent juste de vous montrer ce but-là. Le but de Younes Belhanda, qui l'amène tout seul. C'est vous, le gardien, qui voyez ce but-là, c'est imparable. Oui, il fait un bel exploit. Il part un peu près. Petit décalage sur la gauche. Il est masqué en plus. Voilà, et après, l'endroit voit rien. Voilà, il frappe, et en plus, elle est un peu contrée, et ça fuit un peu le gardien, et petit filet, donc très très dur de l'attraper, et on était très très contents. En plus, c'est à la 84e minute, c'est vers la fin. Ouais, c'était vraiment un peu le soulagement. C'était le dernier moment. Voilà. C'était le dernier moment. Mais pour autant, c'est pas devant que le match s'est fait pour Montpellier. C'est devant chez vous que ça s'est passé, avec une défense qui, alors là, pour le coup, a vraiment montré quelque chose, moi je trouve, hier soir. Oui, sur ce match-là, le secteur défensif a été très très performant. Voilà, on n'a laissé pas d'espace au trio offensif lillois, qui est super performant. Donc voilà, on a eu un bloc très compact, et on n'a pas laissé d'espace, donc ils ne pouvaient pas produire du jeu, et même leurs qualités individuelles n'ont pas pu s'exprimer pour Hazard, qui est un très grand joueur, tout ça. Voilà, défensivement, on a été énorme, et je pense que c'est grâce à ça qu'on a gagné. Qu'est-ce qu'il avait pointé, René Girard, et vous-même, les joueurs, parce que je sais bien que vous préparez autant les matchs que les entraîneurs. C'était quoi les points clés de ce match-là? Qui vous aviez identifié comme danger potentiel? Hazard, bien sûr, parce qu'en ce moment, on parle quasiment que de lui à Lille, mais au-delà de ça? Déjà, on avait un aperçu de Lille, parce qu'on les avait joués en Coupe de la Ligue, donc on savait un peu comment les jouer. Donc voilà, c'est un bloc équipe, pas laisser d'espace pour pas qu'ils s'expriment au milieu du terrain, tout ça. Et voilà, avec un trio offensif, Gervinho, Assa Arso, qui est meilleur buteur en plus. Donc il fallait pas leur laisser d'espace, et c'est ce qu'on a bien fait. Et après, on savait peut-être sur un contre ou un coup de pied arrêté qu'on peut faire la différence, et c'est sur un exploit individuel qu'on a fait la différence. Donc on l'a fait, et avec ce but qui nous libère et qui nous replace bien dans ce championnat. Alors justement, maintenant que ce match-là est gagné, que Louis-Nicolas a triplé la prime, comme il l'a dit, qu'est-ce que vous espérez de la fin de ce championnat? Parce que dire qu'on va finir dans les 10 premiers, en gros, ça veut dire que on se maintient, quoi. Il n'y a pas de souci, on se maintient, mais ça ne donne pas des objectifs. Vous voulez jouer encore la Ligue Europa, vous espérez accrocher une place en Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous espérez, vous? Tout d'abord, la barre mathématique des 42 points. Et après, essayer de faire comme l'année dernière, essayer de grappiller l'Europa League. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Il y a 1 mois ou 2 mois de ça, on était dans le dur. Donc voilà, on a su relever la tête grâce au travail, tout ça. Donc voilà, on va prendre match par match après les 44 points acquis. Et après,
on va voir où on se retrouve à la fin et après si on peut grappiller les places européennes, on le fera. Mais d'abord le maintien et ça sera très bien pour Montpellier et après grappiller les points européens. Bon, Fabien, pas trop vexé, vous, le Lensois, que les Lillois aient perdu? Non, non, parce que bon, je suis Montpellierin depuis 25 ans maintenant, donc on s'est fait, on est de Montpellier, hein, c'est tout maintenant. Bon, à Montpellier, il y a quand même des sports qui marchent. Hein. Oui, oui. Je ne parle pas de votre cas qui est un peu particulier en ce moment, mais le water-polo, ça marche. Le foot, ça marche. Le handball, ça marche. Le rugby, ça marche. Le volley, ça marche. C'est une vraie émulation entre vous. Vous regardez les résultats des uns des autres. Oui, oui, je pense. Bah, nous, je sais que le foot, on regarde. Bon, tous les autres sports, ce qui est avantageux à Montpellier, c'est la politique du sport où il n'y a pas de concurrence entre les sportifs de Montpellier. C'est-à-dire que bon, moi je suis passé dans certaines villes où j'ai entraîné, où j'ai joué aussi. On voulait que le club à côté se casse la gueule pour avoir les rondes du club à côté. Ce qui n'est pas du tout le cas à Montpellier, parce que bon, je vois, tout à l'heure on voit Cambrai qui sortent, on se connaît, bon, le gardien je connais de vue, mais bon, je connaissais certains joueurs, parce qu'on a inauguré l'année dernière, je crois, la maison des sports, donc il y avait des footeux qui étaient là. Mais je pense que tout le monde se respecte et tout le monde se connaît, je pense. Mais bon, c'est vrai qu'avec même avec les entraîneurs, Arnaud Josserand du volley, bon, c'est vrai même avec Canaillé, donc c'est vrai qu'il y a une politique sportive qui est assez forte sur Montpellier. Alors, je reviens à ce que vous disiez, Geoffrey, mais quand vous dites les 42 points nécessaires pour se maintenir, quand on regarde le classement avec Lille qui a 45 points, en gros, le premier du championnat, il est à peine non relégable. Oui, voilà, c'est très serré. C'est hyper compétitif. Aujourd'hui, si vous êtes juste à la limite de ceux qui ont 40 points. Hein, vous avez 37 points. Hein, le suivant, c'est le PSG, 41. Donc ça veut dire qu'en gros, quand même, ce championnat, il est hyper ramassé sur lui-même, très serré, et que le moindre faux pas peut complètement changer la donne. Demain, vous pouvez tout aussi bien remonter sur le podium. Oui, voilà, ce championnat est indécis en haut comme en bas. Donc voilà, dès qu'on fait 2 bons résultats, on se retrouve en haut, et dès qu'on fait 2 mauvais, on se retrouve en bas. C'est tellement serré que voilà, faut faire attention. Et ça, c'est pas compliqué à gérer parce que habituellement, et c'est pas que dans le foot, mais voilà, un champion, il construit son titre petit à petit. Là, on sent bien que personne n'est sûr de soi, personne n'est sûr de l'avenir. Vous pouvez vous retrouver 3e comme vous pouvez finir 10e. Comment on gère cette incertitude de la compétition elle-même? Parce que là, c'est même plus une équipe, hein, c'est la compétition elle-même qui est incertaine. Bah, tout simplement faire attention. Comme je vous dis, prendre match par match et rien lâcher. Il y a 3 points à prendre chaque week-end et essayer de les obtenir. Voilà, chaque point est important, je pense, cette année. Donc il ne faut pas choisir les matchs ou un truc comme ça. Donc il faut vraiment jouer à fond tous les week-ends et c'est ce qu'on fait depuis le début. Maintenant, je pense que c'est les gros qui ne sont pas au rendez-vous. Et nous, entre guillemets, les petites équipes sont au rendez-vous et ça fait qu'on se retrouve à égalité un peu avec les gros. Le chaînon manquant dans cette affaire, c'est Bordeaux, en fait, hein, qui rate un peu sa saison, qui devrait être dans cette émulation de tête et qui n'y est pas. Ça libère une place. Rennes ne devrait pas, normalement, avec l'équipe qu'ils ont, même si elle est bonne, ils ne devraient pas être aussi haut dans le championnat. Donc ça fausse un peu tout ça. Oui, voilà, c'est Bordeaux, pour l'instant, c'est la grosse surprise. Ils n'arrivent pas à enchaîner, ils sont 12e. Donc voilà, et après tous les gros sont en haut, mais il manque un peu de points quand même. Et nous, on essaie de s'accrocher avec Rennes, tout ça. Et on ne lâchera rien jusqu'à la dernière journée et on va essayer de faire quelque chose. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre les résultats du week-end, justement. Avec Lyon qui est allé s'imposer 4-0 à Nancy, Marseille qui l'a emporté face à Saint-Etienne 2-1, Brest qui a battu Monaco, les Monégasques c'est compliqué aussi pour eux, Caen qui a fait match nul face à Valenciennes 2-2, Sochaux qui est allé gagner à Lens 3-2, je suis désolé Fabien Vasseur, Arles-Avignon qui fait un partout à Auxerre, j'espère que ça va les rassurer, Lorient qui passe un carton à Bordeaux 5-1, Montpellier 1-0 face à Lille, et puis le PSG 3-0 face à Nice et Toulouse qui s'incline 2-1 face à Rennes. Au classement, ça nous donne donc Lille toujours premier avec 45 points malgré sa défaite à Montpellier. Rennes second avec 43 points. Marseille troisième avec 42 points. Lyon quatrième avec 41 points. Et le PSG cinquième avec 41 points. Montpellier sixième avec
37 points. Saint-Etienne, 7e avec 35. Ça montre bien la problématique de ce championnat. Et puis en bas de tableau, eh bien, on retrouve Auxerre, 16e avec 26 points, tout comme Nice, 17e. Monaco, 18e avec 24 points, pardon. Tout comme Lens, 24 points, et Arles-Avignon qui est a priori définitivement condamné avec 10 petits points. C'est pas lourd, c'est dommage parce qu'ils avaient vécu une belle aventure l'an dernier, mais bon, la sauce peut pas toujours prendre tous les ans. En revanche, à Montpellier, là on sent qu'il y a un truc qui s'installe quand même, hein, oui, ça dans fait... la durée. Hein, voilà. 2 années de suite, vous perdez Costa, qui était dans les tribunes d'ailleurs, hier face à Lille, perdez Montagno, et malgré tout, voilà, on sent qu'il y a une vraie culture de la gagne qui s'est installée dans ce club. Oui, on perd deux joueurs importants l'année dernière. On a su bien les remplacer avec Giroud et Estrada. Et donc voilà, la mayonnaise prend bien parce que voilà, Montpellier c'est un club familial, c'est un club atypique un peu. Donc, et ces joueurs-là se sont très bien adaptés et grâce à cet esprit-là. Donc c'est ça aussi qui fait la force de Montpellier. Et les résultats aussi sont pour beaucoup grâce à cette ambiance-là. Eh ben justement, en parlant de résultats, il y a un beau match à aller voir. C'est le match de la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG au Stade de France. Les places sont en vente depuis cet après-midi, lundi après-midi. Il y a déjà beaucoup de supporters qui sont venus. C'est pas la peine de vous bousculer au portillon. Il y a 20 000 places disponibles pour les supporters montpelliérains. Donc vous avez le temps d'aller les acheter. Aujourd'hui, de toute façon, c'était réservé aux abonnés. Voilà, on va refermer cette page foot. Merci beaucoup, Geoffrey, d'avoir été avec nous. Avant de passer à Fabien Vasseur et de parler waterpolo, est-ce que tous les deux vous connaissez Jérôme Le Banner? Ça vous dit quelque chose? Non, moi c'est un type, j'ai pas envie de le croiser, c'est pour ça on a envoyé Olivier Brachard le faire. Jérôme Le Banner, c'est le premier grand champion du monde de kickboxing. Il menait ce week-end au Crêpes de Montpellier un stage un peu particulier avec Brice Guidon. Je vous propose d'aller découvrir ce sport impressionnant. La légende du kickboxing fait équipe avec Brice Guidon, champion du monde de boxe thaï. Le milieu du combat pied-point est en ébullition. Les deux combattants transmettent ensemble leur savoir le temps d'un stage initié par le Body Fighting Club de Montpellier. Guidon, Le Banner Guidon, interview croisée. Tout départ un ami, un grand ami, avec un grand A. Tu sais, celui qu'on appelle à 4h du matin et qu'on est à 400 km l'un de l'autre et qu'on a un problème de dernière minute et que la personne se déplace. Jérôme, c'est un ami, plus un frère, un partenaire d'entraînement, un frère de guerre comme on dit. On part souvent au combat ensemble, donc ça crée des liens inévitables. Une forte amitié et un très grand respect lorsqu'il s'agit d'évoquer les qualités du combattant. Une très grosse volonté, une grosse condition physique et un panel technique gigantesque. Son explosivité. C'est quelqu'un vraiment de très explosif, très puissant et ça va de pair et donc ça lui a permis de mettre bon nombre de KO. On est avec Jérôme, on travaille, voilà, défi, je laisse travailler, à moi, ping-pong. D'accord? Ok? Certains des 90 stagiaires venus de toute la France ont même droit à quelques échanges avec Jérôme Le Banner, le phénomène multititré, considéré comme le plus populaire et l'un des plus grands punchers de l'histoire de la boxe pied-point. Il va vite, il est vachement puissant, on voit qu'il retient bien les coups, mais on sent la puissance quand même. Doucement, voilà, tu laisses faire, tac, tu t'en passes un, donc là tu vas la bloquer, ok? Ce que tu fais, là, tu passes ton bras, là, voilà. Non, tu fais ça, tu passes là. Tu remontes là, pour repasser, tu vois, là, tu vois là, regarde là. Là, ok. Ça nous donne la possibilité de rencontrer des gens dans un sport qui n'est pas forcément très médiatisé. Donc on a encore la chance d'avoir des champions accessibles et qui peuvent vraiment nous aider à progresser. Prends un bon point arrière, et là, je dépasse, ok? Pour jamais rester dans la... Jamais rester en face. Brice Guidon combattra fin mars Mourad Bouzidi. Quant à Jérôme Le Banner, il a un combat prévu au Japon au mois de mai et 2 films qui devraient sortir en salle dans quelques mois. Car Jérôme est aussi acteur de cinéma. Passer d'un art à l'autre, le défi de l'ex-star du K1.
Beau gosse, hein, vous pourriez l'avoir dans votre équipe de water-polo, Fabien. Ouais, mais bon, en ce moment, sans arbitre, avec un gabarit comme ça serait dur. Hein. Bon, alors qu'est-ce qui se passe dans le water-polo? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous les avez fâchés, les arbitres? Ils veulent plus arbitrer depuis quoi? Un mois? Depuis un mois, voilà, c'est ça. Non, c'est le règlement qui est... Nous, on est tributaire de la Fédération française de natation avec 5 disciplines. Et à partir il y a 2 mois de ça, ils ont changé les modalités de remboursement. Donc avant, d'après ce que j'ai compris, ils étaient payés 100 € le match ou 60, 90 selon les kilométrages. Sur un forfait, quoi. Sur un forfait. Plus des frais, et qu'ils n'étaient pas obligés de justifier les frais d'hôtel, les frais de nourriture, tout ça. Et apparemment, ils leur ont demandé les justificatifs, et de là, ils se sont mis en indisponibilité. Pas en grève, parce que l'année dernière, ils avaient déjà commencé, et il y en avait quelques-uns qui étaient sanctionnés, donc là, cette année, ils se sont mis en indisponibilité. Le problème, c'est que la fédération nous a mis des stagiaires comme arbitres, et là, avec ce sport qui est assez physique, parce que bon, le water-polo, c'est un peu c'est du hand, un peu les mêmes règles que le hand, dans l'eau, et un peu comme le rugby, donc c'est assez physique, donc sans arbitre, c'est une catastrophe. C'est pas jouable, et puis il y a beaucoup de choses qui se voient hors de l'eau, et beaucoup de choses qui ne se voient pas sous l'eau. Là-dessus, il y a des matchs qui ont commencé à jouer sans arbitre, où les équipes se sont arrangées pour faire un match nul, donc on a dit, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. En gros, les présidents rencontrent à la fin de la semaine Francis Luis, le président de la Fédération française de natation. Hein, mais l'objectif, c'est quoi? C'est de créer une ligue. Il est temps que ce sport-là se structure sous forme de ligue, parce que vous drainez de l'argent, vous avez des joueurs qui sont rémunérés, qui ont des contrats de travail. Donc maintenant, il faut passer un peu peut-être la vitesse supérieure. C'est ce qu'ils ont demandé. De toute façon, ils ont emboîté le pas là-dessus sur une ligue promotionnelle, professionnelle. Parce que de toute façon, nous à Montpellier, sur les 15 joueurs qu'on a, il y en a 12 qui sont professionnels. Même les 2 qui sont étudiants, ils ont un statut pro. Donc, je veux dire, maintenant, dans tous les clubs, il y a au moins 10 professionnels dans chaque club. Et on est encore en train de marcher comme l'amateurisme. Donc, avec des règles qui sont il y a 30 ans en arrière. Donc, c'est pour ça que là, ils veulent faire une ligue promotionnelle et professionnelle. Et la fédération, et c'est vrai que on ne veut pas se séparer de la fédération, puisqu'il y a des autres petits clubs. Mais de toute façon, une ligue, ça ne sépare pas de la fédération, voilà, parce que c'est un mandat de la fédération à la ligue. Justement, je pense que M. Francis Luis a peur il voit ça comme une menace. C'est vrai que c'est des gros budgets, tous les clubs ont des gros budgets maintenant. Et là, c'est fini ce système de je t'envoie des arbitres comme ça, c'est pas possible, on ne peut plus. Et c'est vrai que cette année, en plus, on fait des bons résultats pour l'instant. Et on va dire que cette année, l'objectif du club, c'était de champion de France, de battre Marseille, parce que c'est vrai que c'était Marseille maintenant. Et c'est vrai qu'on a été faire un match nul à Marseille, ce qui est important. Donc au match retour, on joue chez nous. Et c'est vrai que si on gagne, on va dire le championnat était truqué. Donc je veux dire, et je pense que même Marseille a conscience de ça. Donc tous les clubs se sont mis à dire tant qu'on n'a pas d'arbitre, on ne joue pas. Donc officiellement, on devrait être forfait général, parce ça fait 3 matchs qu'on ne joue pas, même 4 maintenant. Et là, la fédération ferme les yeux, ne dit rien. Donc je sais que le président de la Ligue, de l'association des clubs pour l'instant, a rendez-vous avec la ministre des Sports vendredi. Et samedi matin, ce même président, avec les présidents de clubs, ont rendez-vous avec Francis Luis. Bon, écoutez Fabien, vous savez qu'on suit le water-polo et qu'on essaiera chaque fois que ce sera nécessaire de vous accompagner et puis de suivre les matchs du Montpellier Water-Polo, parce que c'est vraiment une très belle équipe. Là, malheureusement, le temps qui nous était imparti touche à sa fin. Il me reste juste quelques secondes pour vous dire que Montpellier s'est malheureusement incliné à Castres sur le score de 43-29, malgré une belle partie de Bustos Moyano, l'Argentin, qui a mis la moitié des points pour son équipe. Montpellier est donc maintenant 4e, derrière Toulouse, le Racing Métro et Clermont, Castres 5e. Mais bon, Montpellier reçoit Agen le 5 mars et on peut penser que les hommes de Fabien Galtier se rattraperont. A noter aussi le week-end prochain le derby en volley Montpellier 7. Et puis il me reste à remercier Geoffrey Jourdain, le gardien du Montpellier Hérault, heureux d'avoir vaincu Lille, et Fabien Vasseur qui continue à entraîner ses joueurs en attendant que les matchs reprennent. Merci à vous, passez une bonne semaine, on se retrouve lundi.